Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 8 septembre, le service culture du Parisien a parlé d'un roman choc sur l'anorexie, roman intitulé « Tombé du ciel », publié fin août aux éditions de l'Iconoclaste. L'autrice de ce livre est une journaliste de 31 ans, Alice Develay. Elle s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire son roman. Quand elle avait 14 ans, en 2007, elle a été hospitalisée de force et c'est la littérature qui, plus tard, l'a aidée à combattre l'anorexie. Alice Develay témoigne aujourd'hui dans Code Source. Attention, pendant ce podcast, elle évoque un moment où elle a tenté de se suicider. Alice Develay va bien aujourd'hui et elle témoigne au micro de Barbara Gouy. Alice Develay a 31 ans. Elle est brune avec une frange sur laquelle se dessine une grosse mèche blonde. Je la rencontre sur son lieu de travail au journal Le Figaro à Paris. Là-bas, elle écrit sur la littérature, sa grande passion, qui l'a aidée à combattre sa solitude et son anorexie lorsqu'elle était encore une enfant. Alice Develay est née le 21 octobre 1992 à Villefranche-sur-Saône, une ville proche de Lyon. Ses parents sont déjà divorcés lorsqu'elle vient au monde. Elle vit chez sa mère avec ses deux grands frères la semaine et va rendre visite à son père le week-end. Alice explique avoir très peu de souvenirs de son enfance, mais ce qu'elle sait, c'est qu'à l'école, elle avait de bons résultats, mais se sentait déjà très seule. J'avais pas beaucoup d'amis, c'était une grande source d'angoisse. Tout le monde avait ses amis et moi j'étais là un petit peu à regarder ses enfants, me dire mais ça doit être facile quand même de se faire des amis puisque tout le monde a des amis. Et je faisais partie de ces enfants qui n'étaient pas spécialement appréciés des autres enfants. J'étais pas du tout populaire. Il y avait les jolies jeunes filles avec les belles queues de cheval, avec les jolies affaires déjà. Et moi j'avais le gros polo moche. Et puis j'étais pas une petite princesse, j'avais pas les petites bagues qu'il fallait. Donc ouais, j'étais un petit peu de côté. Vers 7-8 ans, Alice commence à faire des insomnies. La nuit, elle développe alors des angoisses pendant que tout le monde dort chez elle et Sissi arrive dans sa vie. Sissi, une petite voix qu'elle entend dans sa tête. À ce moment-là, j'ai aucune notion exactement de qu'est-ce que c'est entendre des voix, donc je me suis juste dit ok, donc si j'entends des voix, tout le monde entend des voix, mais personne n'en parle. Donc ça, c'est quelque chose que je garde pour moi pendant des années. Je me souviens juste une fois d'en avoir fait mention à mon amie de l'époque et elle m'avait dit « Ah mais t'es folle, c'est pas possible, tu peux pas entendre une voix qui te parle comme ça !» Et je me suis dit « Plus jamais Alice, tu n'en parles, plus jamais tu n'en parles, c'est pas normal. » Donc j'ai gardé Sissi avec moi pendant des années et c'était très bien comme ça. Très vite, Sissi lui dit ce qu'elle doit manger à chaque repas. Alice l'écoute et ses troubles alimentaires commencent quand elle a 9 ans. Un jour, elle demande à sa belle-mère une banane pour son goûter de 4 heures. Quand je lui pose la question, elle me regarde avec un air de dégoût, une grimace presque. Elle fait « Ah mais c'est très calorique une banane » et je comprends pas ce que signifie le mot calorie. Et je lui dis « C'est quoi une calorie ?» Et elle m'a dit « Une calorie, tu vois, c'est la valeur énergétique d'un aliment. » Et donc là, par exemple, une banane, c'est 90 calories, quelque chose comme ça. Et je dis « Ah d'accord, et ça ?» Et elle m'explique. Et d'un seul coup, tous les ingrédients que j'ai eus sous mes yeux sont devenus des chiffres. Alice commence à maîtriser tout ce qu'elle mange. À la cantine, elle donne la nourriture qu'elle prend à ses camarades. Le seul repas qu'elle s'autorise encore à manger est le dîner. Elle passe alors d'une purée à 3 feuilles de salade pour finalement ne manger plus que 3 pommes. Comme elle ne mange presque plus, elle maigrit beaucoup au collège. Pour cacher son corps, Alice porte des vêtements très amples, mais sa mère se rend compte que les paquets de gâteaux qu'elle achète ne sont jamais mangés et elle commence à se poser des questions. Le 3 juillet 2007, Alice a 14 ans et sa mère l'emmène chez le médecin. Je la vois, elle me demande de me mettre en culotte pour me peser et me mesurer. Donc le poids s'affiche, 36 kg 400. Je fais 1m64. Quand elle commence à essayer de prendre ma tension 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle la trouve pas et là je vois son affolement. Je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit mais je trouve pas votre tension, je vais recommencer une dernière fois. Voilà. Et là elle me dit vous avez 8 de tension. Elle me regarde, elle est un peu étonnée que je sois un peu consciente, quoi. Elle me dit écoute, ce que je te propose, c'est que pendant 1 semaine, tu vas noter sur une feuille tout ce que tu manges. Et à la fin de cette semaine, tu viendras me voir, tu me montreras ta feuille et on en discutera. Sans même attendre la fin de cette semaine, la mère d'Alice l'a fait hospitaliser car elle est en dénutrition sévère. À son arrivée, elle rencontre les infirmières qui lui montrent une chambre avec 4 lits et 3 autres adolescentes.
Je pose mon sac et le temps de me retourner, je vois que ma mère et mon frère sont passés de l'autre côté de la baie vitrée. Et là, je comprends que c'est fini, je ne sortirai pas d'ici et je ne sais pas pour combien de temps. Je me souviens, je me suis mise sous les draps, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. À aucun moment le mot anorexie est mis. Il y a des prises de sang qui vont être faites, il y a des ECG, donc des électrocardiogrammes qui vont être faits. On va me brancher directement à ce qu'on appelle un scope, donc c'est une machine qui va mesurer la fréquence cardiaque. On va littéralement me demander de ne plus sortir de mon lit. Et les rares fois où je pourrais sortir de mon lit, c'est pour aller aux toilettes. Et quand je vais aux toilettes, il y a une infirmière qui me regarde faire mes besoins. Je n'ai plus aucune intimité nulle part. Alice refuse de manger. Les repas de l'hôpital sont jetés à la poubelle et un soir, un interne vient la chercher et l'emmène dans la salle des infirmières. Alice s'assoit sur une chaise au centre de la pièce. Les infirmières lui présentent un long tuyau devant elle et lui expliquent ce qu'il va se passer. C'est un long tuyau et on me dit on va te le faire passer dans le nez, il va descendre dans ton œsophage jusque dans ton estomac et ça va nous permettre de te nourrir de force. Donc je veux me lever, mais je ne peux pas me lever parce qu'il y a 2 infirmières qui viennent et qui m'écrasent contre cette chaise. Et je me débat. Et donc elles m'enfoncent ce tuyau dans le nez et je le sens passer. Donc je me débat comme je peux, mais en fait en même temps, l'une des infirmières me dit ne te débat pas parce que si tu te débats, le tuyau va aller dans le mauvais trou et donc il pourrait aller dans mon poumon et je vais m'étouffer en fait. Les infirmières parviennent à poser la sonde sur Alice. Cette sonde est reliée à une poche de nutrition remplie d'un liquide concentré en calories. L'objectif est qu'Alice reprenne du poids. L'interne me dit bon bah voilà, maintenant je pense que c'est le bon moment pour t'annoncer qu'on va mettre en place un contrat de poids. C'est très simple. Tu prends 1 kilo, tu as le droit de recevoir des lettres. Tu prends un autre kilo, tu as le droit de recevoir des appels téléphoniques. Tu prends un autre kilo, tu as le droit d'aller dans la salle de jeu. Tu prends encore un autre kilo, tu as le droit à une permission. Tu prends un autre kilo, tu as le droit de voir ta famille, etc., etc. Sauf qu'il y a aussi l'inverse. Tu perds 1 kilo, tu perds le droit de voir ta famille. Tu perds 1 kilo, tu perds le droit d'aller à la salle de jeu. Tu perds 1 kilo, tu n'as plus le droit de recevoir de lettres, etc., etc., etc. Moi, je me dis, mais c'est insupportable, je ne prendrai pas 1 seul kilo, en fait. Là, c'est vraiment ma vie qui est en jeu. Et je dis, mais hors de question, vous ne me ferez pas craquer. Et je préfère à la limite crever que de prendre 1 kilo parce que c'est vraiment ça dont il est question en fait. C'est un rapport de force entre la personne anorexique et le service hospitalier. Ils incarnaient en fait une violence que moi-même j'éprouvais à l'égard de moi-même. Ce contrat de poids n'incite pas Alice à prendre quelques kilos. Elle use donc de tous les stratagèmes pour ne pas avoir à grossir. Elle vide sa poche de nutrition dès que les infirmières ont le dos tourné ou durant ses insomnies pendant que tout le monde dort. Les visites de sa famille deviennent interdites après octobre 2007. Alice ne voit pas sa mère pendant plusieurs mois et d'après elle, l'hôpital la traite seulement d'un point de vue vital. Ce qu'il faut, c'est qu'elle reprenne du poids et qu'elle comble ses carences. Mais pendant au moins 3 mois, elle n'a aucun suivi psychologique. Alice se met en tête qu'elle veut fuguer de l'hôpital. Un jour, elle trouve une des portes qui est habituellement fermée, ouverte. Là, j'ouvre la porte et je cours comme je n'ai jamais couru. Et en plus, comme je n'ai pas couru depuis des mois et que en fait, mon corps n'a pas fait plus de 10 pas, en fait, je me gamelle dans les escaliers parce qu'en fait, j'ai les jambes en coton, donc je n'ai plus aucun muscle, donc je n'arrive pas en fait à courir. Donc c'est terrible parce que je lutte contre mon propre corps. J'ai toujours la sonde à ce moment-là, par ailleurs. J'arrive en bas, je commence à sortir et là, il y a les 2 portes qui s'ouvrent et je donne sur le dehors. La luminosité m'aveugle, j'ai froid. J'avais pas froid à l'hôpital puisque c'est tout le temps la même température et là, je me dis... Waouh, il y a du bruit, il y a du monde, d'un seul coup, j'ai un peu peur d'ailleurs. Je me dis, comment c'est possible d'oublier la vie en si peu de temps ? Et je continue de marcher, surtout, j'ai fini de courir, je marche, et j'arrive à l'angle de la rue. Il y a une benne à ordures, je prends ma sonde, je la tire, je l'enlève de mon nez et je la jette. Et là, je marche, et je vais jusqu'au centre-ville de Dijon, et je me dis... je suis libre. Et cette sensation de liberté qui est affolante, parce que j'ai pas été libre depuis 6 mois, et en même temps, je sais très bien que là, ils ont donné l'alerte, qu'il va y avoir un appel qui sera lancé à ma mère, que tout le monde va me chercher. Et en même temps, c'est très paradoxal, mais je me dis, je suis libre, je ne dépends plus de personne, c'est parti, quoi. La vraie vie, elle est là. Donc, je m'abrite dans des magasins, sauf qu'à un moment donné, les magasins ferment. Et je me dis, bon, très bien, Alice, maintenant, t'es toute seule, t'es libre, mais t'es seule, et tu n'as pas d'argent, et tu n'as nulle part où aller. Alice trouve une cabine téléphonique dans laquelle elle compose le numéro de sa mère. Elle ne lui donne pas le choix, Alice doit retourner à l'hôpital. Là-bas, elle continue de vivre un enfer, et elle trouve des aiguilles dans les tiroirs des infirmières.
Donc je vais commencer à me lacérer les bras, les jambes, un peu tout ce que je peux. Et un jour, effectivement, comme je suis dans la salle de bain et que je n'ai aucune intimité, l'une des infirmières voit que je suis en sang, en fait, dans la baignoire. Et elle va donner l'alerte. Et c'est à partir de là qu'effectivement, le service psychiatrique va commencer à me donner des médicaments. Alice commence à prendre des anxiolytiques, mais elle ne se sent pas mieux pour autant. Une nuit, elle veut en finir et tente de se donner la mort en se mutilant. Lorsque les infirmières la découvrent en sang, Alice est placée en chambre d'isolement où elle est attachée, et les infirmières augmentent sa dose d'anxiolytiques. Le jour de ses 15 ans, le 21 octobre 2007, Alice est toujours attachée et personne ne lui souhaite son anniversaire. 2 semaines plus tard, Alice est enfin détachée. À ce moment-là, j'ai peur. Et je me dis, mais en fait, je peux pas sortir de la chambre d'isolement. Parce que si je sors, c'est qu'on peut me rattacher. Donc c'est très paradoxal, mais finalement, le service arrive à faire ce qu'il voulait absolument de moi, c'est-à-dire me montrer que la vraie vie, c'est pas dehors, mais c'est à l'intérieur. Donc je veux plus sortir. Donc j'ai très peur et au tout début, donc je sors pas. Je reste comme ça, je regarde juste par la fenêtre pendant des heures et des heures. Je deviens un chat, un chat d'appartement. Et à un moment donné, l'un des infirmiers me sort quand même. Il ferme la porte à clé pour éviter que je reste dans la chambre. Et comme ça, je suis obligée de rester avec d'autres patients. Et je fais la rencontre de patients merveilleux, ce que j'appelle pour moi les enfants tombés du ciel. Ce sont vraiment des gens qui, comme moi, avaient des désirs, une vie, et qui sont tombés là, et on ne sait pas exactement comment ni pourquoi. On se soutient, mais on est... Enfin, moi, en l'occurrence, je suis complètement cassée par les médicaments, donc j'ai du mal à penser, j'ai du mal à parler. J'avais du mal à me regarder dans le miroir en me disant « je te reconnais pas, quoi. En fait, je sais pas qui tu es ». Alice découvre une petite bibliothèque et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose l'intéresse et lui permet de s'évader. C'est la lecture. C'est des livres qui n'ont pas été touchés, ils ont la tranche toute poussiéreuse. Il y a du Molière dedans, il y a du Bec BD, il y a Jean-Louis Fournier, il y a Alexandre Dumas, Hervé Guibert. Et tous les jours, comme un petit rat, pouf, je vais venir chercher un livre et je l'amène comme ça sur la pointe des pieds dans la chambre d'isolement. Je me mets dans l'angle du mur de telle manière qu'on ne puisse pas me voir et je lis. Je lis, mais je lis des heures. Je lis, je me fracasse les yeux sur les pages. Et le temps s'écoule à une vitesse extraordinaire. Et je me dis, il ne faut surtout pas qu'ils trouvent ces livres, parce que s'ils trouvent ces livres, ils me les enlèveront et je ne pourrai plus m'échapper. À Noël, le 25 décembre 2007, Alice a une permission de sortie après 6 mois d'hospitalisation. Pendant 3-4 heures, elle retourne chez elle où elle habitait dans sa vie d'avant. Je découvre que ma chambre a été transformée en buanderie. J'ai compris qu'ils ont fait leur vie sans moi, donc je me dis, ok, j'ai plus de chambre, j'ai plus d'affaires. J'arrive dans le salon, il y a ma grand-mère qui est là. Donc elle est gênée, elle me regarde, et je vois dans ses yeux de bourdon qu'il y a une gêne, qu'il y a une tristesse. Donc moi j'évite ses yeux parce que je vois ce qu'elle voit, donc je veux pas le voir. Je vais dans ma chambre et je récupère le cutter que je sais que j'ai dans un tiroir si ma mère n'a pas touché à mes affaires. Et il est là. Et donc je le mets entre mon collant et ma culotte et je retourne dans le canapé. C'est l'heure de retourner à l'hôpital. Je retourne à l'hôpital. Il y a une fouille, évidemment. On me demande de me mettre en pyjama. Il ne le trouve pas. Mais j'attends que l'infirmier passe. Et arrive ce qui est arrivé cette nuit-là. C'est-à-dire j'ai fait une tentative qui a échoué lamentablement. Donc, en l'occurrence, l'infirmier est arrivé assez rapidement et ensuite, je suis allée aux urgences qui avaient l'avantage d'être littéralement dans le bâtiment. Donc, c'est pas comme si ça avait pris beaucoup de temps pour intervenir. L'hospitalisation d'Alice dure 1 an et demi. Elle sort de l'hôpital lorsque son père obtient sa garde, mais elle perd à nouveau 10 kilos et doit se faire hospitaliser. Pendant 2 ans, elle fait des allers-retours entre le lycée et l'hôpital, jusqu'en terminale où son père décide de la mettre en internat. C'est ce qui va me sauver, en fait, les études et le fait d'être à l'internat et donc de me faire une copine, Pauline, qui va me montrer ce que c'est vivre, en fait. Juste, elle a un copain, elle m'invite chez elle, je découvre un appartement, je découvre qu'on peut se faire des couleurs de cheveux, je découvre, en fait, une vie d'ado que je n'ai pas eue, mais à l'âge de 18 ans, et donc c'est très régressif, donc il faut passer le bac, donc moi je veux absolument avoir mon bac, donc j'obtiens mon bac, je vais aller en prépa, je vais découvrir aussi encore une nouvelle ville, je vais découvrir des nouvelles personnes, j'oublie absolument pas tout ce qui m'est arrivé, je vis avec tout ça, je dors extrêmement mal, mais j'essaye de me dire un jour, je sais pas quand ce jour arrivera, mais j'en parlerai, parce que je veux que ces gens qui m'ont fait du mal sachent que c'était pas normal, que je ne méritais pas ça. Après ses études, Alice commence à travailler au Figaro en tant que journaliste littéraire.
Quand je suis arrivée au Figaro, je mangeais toujours pas. Et parfois, il y avait une petite remarque comme ça, mais tu prends que ça, tu manges que ça. J'ai toujours menti, et comme toutes les anorexiques continuent de mentir, ils continueront de mentir jusqu'au bout. C'est oh, j'ai fait un gros petit déjeuner, tu sais, ou alors oh, j'ai beaucoup mangé la veille. Enfin, bref, le Figaro a totalement participé de ma guérison parce que ça m'a intégrée dans une vie réelle où du jour au lendemain, en fait, il y a une vie pro qui s'organise. Donc ma vie sociale à moi, ma vie personnelle se met totalement en retrait. Et quand je suis dans le monde du travail, je suis journaliste, je mets mon costume de journaliste et ce que je suis en dehors du travail n'existe absolument pas. En 2022, 15 ans après sa première hospitalisation, Alice décide d'écrire un livre. Elle y dénonce le traitement des enfants par le corps médical dans les services pédopsychiatriques et le manque de moyens des hôpitaux. Mais ce livre, elle l'adresse aussi à sa mère. Et quelques semaines après sa publication en août dernier, Alice reçoit un appel vidéo de sa mère. Je la voyais en larmes et d'abord elle m'a dit pardon en chuchotant et puis ensuite elle a crié pardon, pardon, pardon. Et je dirais pas que c'est venu, ce pardon que j'attendais depuis des années est venu trop tard, mais il est venu très tard et je l'ai pris. Je sais pas quand est-ce que je vais le digérer, peut-être qu'il fera quelque chose. Aujourd'hui je l'entends, je le comprends pas vraiment. Parce que, en fait, il y a eu tellement d'années qui sont passées et c'est un mot que j'attendais tellement que, en fait, je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire, je l'entends et j'espère qu'un jour je l'entendrai pour de vrai. Barbara, est-ce qu'Alice Develay sait pourquoi elle a souffert d'anorexie au départ ? Pas vraiment, c'est vrai qu'elle m'a expliqué que sa belle-mère a un rapport compliqué avec la nourriture. On le voit notamment quand elle demande une banane et que sa belle-mère lui dit que c'est trop calorique. Mais Alice a vraiment insisté sur le fait que ça peut arriver à tout le monde. Elle me rappelle le fait que c'est une maladie et pour elle, ça a commencé quand elle a entendu une voix dans sa tête. Est-ce qu'elle va mieux aujourd'hui ou est-ce qu'elle souffre encore d'anorexie ? Ça va beaucoup mieux depuis qu'elle travaille au Figaro notamment. Elle peut par exemple aller au restaurant avec des amis, sa famille ou même avec des collègues de travail dans le cadre professionnel. Mais c'est encore compliqué pour elle. Elle a quelques petits blocages de cette période-là qui restent, comme par exemple aller dans une boulangerie et demander un pain au chocolat. Ça lui paraît impossible. Son livre intitulé « Tombé du ciel » est publié aux éditions de l'Iconoclaste, livre sorti fin août. D'un mot, Barbara, ce n'est pas un livre de témoignages. Non, c'est de l'autofiction. Elle se base vraiment sur sa propre histoire, mais elle a aussi ajouté de la fiction. Certaines anecdotes ont été changées, les noms sont changés, l'espace-temps aussi est un petit peu différent par rapport à la vraie vie. Mais globalement, quand on lit son livre, on lit son histoire quand même. Et est-ce qu'elle a eu des réactions après la sortie de son livre ? Oui, elle a reçu plein de témoignages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même quand elle est en dédicace. Elle a reçu des messages de patients, mais aussi de médecins. Et les personnes qui l'ont contactée ont entre 19 et 85 ans à peu près. Donc on voit vraiment que c'est un problème qui a touché toutes les générations. Elle m'explique aussi qu'elle a écrit ce livre pour les autres, mais que ça ne lui a pas particulièrement fait du bien d'écrire. Elle l'a vraiment fait pour raconter son histoire, pour que ça puisse aider les autres. Merci Barbara Gouy, je redonne la référence du livre d'Alice Develay, Tombé du ciel aux éditions de l'Iconoclaste. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, le Parisien qui fête ses 80 ans en ce moment. Vous pouvez écouter notre podcast sur cet anniversaire où on vous parle de l'histoire et des coulisses du Parisien. C'est l'épisode du 18 septembre. Et puis n'oubliez pas notre second podcast Crime Story. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec Damien Delsoni, le chef de notre service police-justice.